Avant de commencer cette vidéo, je vous précise une fois de plus que l'épisode 2 est en VOSTFR dans la description, donc n'hésitez pas à le visionner si ce n'est pas encore fait. Bon visionnage. Et salut tout le monde, ici Pegajinka et bienvenue. Bienvenue dans cette review de l'épisode 2 de Beyblade X, qui, on va pas se mentir, était quand même vachement meilleur. Je suis désolé, c'était vachement plus sympa que l'épisode 1. On m'enlèvera pas de la tête cela, je suis navré, je suis navré. Je sais que dans les commentaires de la dernière review, vous avez été beaucoup à commenter d'ailleurs. J'ai pas sélectionné de commentaires pour cette fois parce que j'avoue que c'est un peu la course, mais je vous ai tous lu attentivement et c'était très intéressant à voir. J'ai vu qu'en commentaire, déjà ça avait fait pas mal de débats. Au début, je m'attendais vraiment à ce que ce soit une réaction vraiment à contre-courant que ce que j'ai eu. Parce que dans ma tête, la majorité des gens étaient hype et avaient apprécié le truc. Mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le cas et qu'il y avait pas mal de gens pour qui c'était un peu mitigé. Et il y en avait pas mal pour qui c'était vraiment moyen. C'était vraiment pas incroyable. C'était pas mauvais, mais c'était pas bon non plus. Donc vraiment, ça m'a surpris. Ça m'a surpris de voir qu'effectivement ce début génération était pas aussi mirobolant que certains qu'on aurait pu, parce que le début de la génération Burst en animé, je me souviens que c'était quand même une sacrée dinguerie sur les réseaux sociaux. Ça mettait d'accord à peu près tout le monde. Si on enlève les fanatiques Metal Fight Bakuten qui cassaient les couilles, tous les gens étaient à peu près d'accord sur le fait que c'était un bon début et que ça changeait par rapport à avant, quoi. Là, on était bien plus mitigé. Et personnellement, cet épisode 2 m'a déjà mis un peu plus d'accord. Alors, je mets de côté la partie graphique pour laquelle il y a toujours autant de problèmes, hein, mais ça paraît logique parce que c'est une constante. C'est-à-dire qu'ils ont pris le même studio d'animation avec la même direction artistique. D'ailleurs, je vais peut-être redévelopper là-dessus parce que je me suis mal fait comprendre, je pense, dans la dernière review. Donc, ils ont repris le même studio d'animation avec la même direction artistique. Donc, à ce niveau-là, ça va pas évoluer, c'est sûr et certain. Il y aura le bon comme le moins bon. Donc il y a ça où je vais pas spécialement revenir dessus parce que oui, ça n'a pas évolué et puis évidemment que ça aurait pas changé d'un épisode à l'autre. Mais il y a un autre problème sur lequel je voulais m'arrêter, c'était et qu'on m'a fait remarquer en commentaire du coup, c'était l'ambiance musicale de la série. Et j'étais complètement d'accord avec le commentaire qui m'a dit ça, c'était à chier. Beyblade Burst, déjà, il y avait des trois thèmes qui étaient assez mémorables, notamment celui de Valkyrie, je me souviens, qui sonnait un peu celtique, etc. Ce qui du coup était raccord avec les thématiques des Valkyries et la mythologie, etc. Mais, euh, mais l'ambiance de Beyblade X, c'est vraiment musique électro de base pour faire un peu pseudo-futuriste. Et vraiment, il n'y a rien de marquant. J'ai vraiment trouvé qu'il n'y avait rien de marquant dans les premiers épisodes. Et ouais, je suis d'accord avec la majorité des gens, l'ambiance musicale, opening, ending, OST de cette série, elle est mais ah, en fait, elle est vraiment yaourt nature. Elle est le plus plat, c'est le plus plat possible. C'est insupportable. Donc ouais, non, il y avait ça sur lequel je voulais revenir où effectivement j'étais d'accord sur le fait que c'était pas vraiment ouf. Quoi d'autre? Oui, du coup, pour revenir sur l'aspect graphique, ce que je reprochais du coup, parce que oui, c'est peut-être, je pense que ça va être la dernière fois que je vais m'arrêter dessus, à moins qu'il y ait de bonnes surprises en termes d'animation qui me font sortir du propos que j'ai actuellement et de l'idée que j'ai actuellement. Ce qui me dérange, c'est pas qu'ils aient spécialement pris le même studio d'animation qu'avant, mais qu'ils soient bel et bien contentés de prendre la même direction artistique. Parce que c'est ça où je trouvais ça dommage, c'est que tu peux avoir plusieurs styles artistiques venant d'un même studio d'animation. Parce que effectivement, un style graphique, c'est censé s'accorder avec, euh, avec le propos de ta série, si tu veux. Death Note, typiquement, pourquoi c'est super bien détaillé que les monstres, enfin les dieux de la mort comme Ryu, Keiren, sont dégueulasses, c'est pour coller à la thématique du manga qui est vraiment la mort, quoi, tu vois. C'est vraiment la grosse thématique du manga, ton rapport à ça et le rapport à la justice. Mais c'est pour ça qu'il y a une ambiance très, de un peu réaliste dans le manga et macabre par rapport à la mort. Et dans Beyblade X, quand tu prends le manga, il y a une direction artistique qui est trouvée pour montrer vraiment un côté compétitif, vraiment réaliste, hype, etc. si tu veux, avec une ambiance futuriste. Et je trouve qu'on retrouve très peu cela dans l'anime.
Voilà, c'est la dernière fois que je reviendrai dessus. Donc voilà. Concernant les points qu'on avait eu du coup dans l'épisode 1 et où j'avais des petites interrogations, ils ont tous été éclairés, alors soit directement par la... Non, j'allais dire soit directement par l'anime, soit par le manga, mais non, c'est que par rapport au manga. Donc du coup, concernant le personnage qu'il y avait dans l'opening, du coup qui sonnait un peu digitalisé, bah, c'était un peu ce que je pensais, c'est du coup une commentatrice en intelligence artificielle qui avait comme le commentateur qu'on voit actuellement, mais qui du coup va s'occuper que des matchs de la X-Tower. Pourquoi pas? J'ai envie de dire que ça, pour le coup, du coup, justement, ça contribue à l'ambiance un peu futuriste de tout le manga. Tout ce qui est intelligence artificielle, commentateur virtuel, etc. Donc ça, très bien. Donc maintenant, on sait à quoi correspond ce personnage, effectivement. Et le deuxième truc, c'était du coup bah, l'espèce d'avatar de Dransword qu'on avait vu juste dans l'opening, mais qui n'est pas encore apparu dans l'anime. Et ça, c'est très cool, parce que du coup, dans le chapitre 5 du manga, dont la review arrivera bientôt et que je vous invite à lire, on a appris du coup l'existence du 4X Bay Battle. Donc c'est un système de la X-Tower qui permet du coup de matérialiser l'esprit des toupies avec les données de ces dernières. Donc du coup c'est, on va dire, pour résumer, alors c'est pas comme ça que c'est expliqué dans le manga, mais pour vraiment que vous fassiez une image, c'est une projection holographique qui sort de l'abeille, et ça ne dénote pas par rapport à l'ambiance compétitive du manga, ça ne fait que y contribuer. Et là où, enfin, j'en parle ici, mais j'en reparlerai quand on analysera le chapitre parce que ce sera déjà un peu plus de propos. Là où c'est intéressant, c'est que ça vient pas intervenir dans la vraisemblance de la série et ce qu'on a essayé de nous introduire, mais que justement, c'est en rapport avec ça. C'est-à-dire que ce qui fait apparaître l'avatar de l'abeille, je vais encore l'appeler comme ça parce qu'on n'a pas vraiment de nom officiel pour ça, ce qui fait apparaître l'avatar de l'abeille dans Beyblade X, c'est des données scientifiques analysées au sein de l'X-Tower. Donc c'est lié au lore, c'est lié à l'ambiance compétitive, c'est littéralement la puissance de l'abeille factuelle qui génère ça de manière virtuelle. Donc il n'y a pas de cassure comme dans Beyblade Burst, tu vois. Bref, à ce niveau-là, du coup, j'étais satisfait des deux côtés parce que du coup, bah, j'avais les infos qui me convenaient. Concernant du coup le contenu de l'épisode 2 en soi, et bah c'est un peu ce que je pensais. C'est que j'ai l'impression que ça a été compliqué en fait d'adapter les deux premiers chapitres du manga qui font tous les deux bien 70 pages en fait. Et il faut se dire un truc, c'est que 70 pages c'est énormissime pour un chapitre. Donc effectivement, je peux comprendre que venant du studio d'animation, ça a été compliqué de devoir faire des choix et qu'en faisant un choix en particulier, bah effectivement, tu dois faire passer des choses à la trappe et que l'ambiance globale de ton épisode en pâtisse un peu. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti dans l'épisode 1, et c'est pour ça que je disais que ça avait l'air d'être le chapitre 1 en moins bien, c'est que j'avais l'impression d'avoir un condensé de tout, beaucoup moins bien développé, et qu'en fait c'était dû au fait que bah, le chapitre 1 était extrêmement long, et que malgré tout ça restait plein d'éléments introductifs nécessaires à un premier épisode ou un premier chapitre pour t'introduire à la série. T'étais obligé de caser tous ces éléments-là. Et donc du coup, quand t'as que 20 minutes au lieu par rapport au volume comparé aux 70 pages du manga, bah forcément t'es obligé de faire des choix. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que ils auraient pu faire une exception pour l'épisode 1. Et par exemple, du coup, je crois qu'à l'époque, je crois que c'était de Super King, ils nous avaient balancé deux épisodes en même temps. Alors oui, c'était deux épisodes de 10 minutes, donc forcément c'était pas le même travail, on est d'accord. Mais ça aurait été intéressant de nous balancer pendant deux épisodes en même temps, qui ont une continuité, ou alors un épisode de 40 minutes, tant qu'à faire. Parce que là, effectivement, il y a une impression de condensé et d'un peu moins ambitieux, je trouve. Et là où ça me fait plaisir dans l'épisode 2, c'est que justement, ils ont pris la décision, ils ont pris le choix de couper en deux le chapitre 2, du coup, et de faire une moitié dans l'épisode 2 et une moitié dans l'épisode 3. Et je trouve que c'est un choix bien plus pertinent, dans le sens où, du coup, bah, t'as moins l'impression qu'ils vont à 300 à l'heure pour rien, et là, ils prennent beaucoup, mais beaucoup plus leur temps. Donc, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cet épisode 2 et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans l'épisode 3. Donc, factuellement, ce qui se passe dans l'épisode 2, du coup, bah, c'est exactement pour le coup. Là, pour le coup, on dérive pas trop du manga. Ce qui se passe dans le chapitre 2, c'est-à-dire que on a la team Persona qui, du coup, va faire son match de sélection pro avec, comme je l'avais dit, du coup, Exu qui va expliquer à Bird les raisons pour lesquelles il a quitté la team Pendragon. Donc, ça, bah, ça me paraissait un peu évident qu'ils allaient le faire juste après parce que ça faisait partie des éléments introductifs à devoir présenter, qui devaient passer pas loin après la fin de l'épisode 1. C'était obligatoire de passer par cette étape-là. Donc ils l'ont fait.
Ça me dérange pas plus que ça. Honnêtement, de l'avoir eu au début de l'épisode 2, c'est pas trop grave. C'est un choix qui a pas tant d'incidence que ça, je trouve personnellement. Donc, la team Persona qui va avoir son match de sélection et qui va devoir affronter un héros multi avec tout ce qui est Team Rainbow. Donc voilà, toujours le même délire de elle est toute seule pour représenter son équipe, elle a plusieurs bails, plusieurs costumes, etc. Tout ça, ça change pas du manga. Et là, pour le coup, dans l'ambiance, je trouve qu'il y avait quelque chose de similaire et de plutôt intéressant. Il y a eu plusieurs choix d'adaptation qui ont été faits, notamment dans le manga, les fans de Multi, ils ont un représentant qui est une espèce de gros daron un peu dégueulasse, qui en kiffe sur une gamine de 12 ans, donc qui renvoie un peu un message concernant les réseaux sociaux, la popularité, un message un peu en mode attention, c'est malsain ce qui peut se passer. Et dans l'animé, du coup, ils ont pris le choix de prendre des gosses, en fait, tout simplement, qui sont fans de multi, etc., qui ressemblent quand même à s'y méprendre à tous les espèces de fans des protagonistes qu'on avait dans chacune des sagas Burst. Par exemple, dans Super King, c'était les fans des Bombers avec la meuf qui prenait des photos, le pélo qui faisait que crier. Enfin, ils se ressemblent tous, vous voyez exactement de quel genre d'archétype je veux parler, donc peut-être qu'ils vont finir par être supporters de la team Persona, du coup en voulant par indirectement du coup soutenir Multi. Ça peut, ça peut. Donc ça, je sens que ça va finir comme ça. Donc ils ont fait ce choix-là. Je trouve ça un peu dommage parce qu'effectivement, on est sur quelque chose d'un peu moins mature à ce niveau-là. C'était vrai que c'était intéressant d'avoir un message un peu plus réaliste et un peu plus sombre vis-à-vis de la popularité et de ce que ça pouvait entraîner. Là, ça sonne un peu plus lissé, un peu plus édulcoré. Je trouve ça dommage, honnêtement. Quoi d'autre Il me semble que concernant le choix de Hellsight, Bird développe pas plus que ça sa pensée. C'est-à-dire qu'il prend Hellsight en mode ouais, elle est cool. Et on sent qu'il y a une attirance entre les deux, mais dans le manga, il précise vraiment en mode mais putain, mais pourquoi j'ai choisi Hellsight? Est-ce que c'est sa couleur, sa forme, le toucher que j'ai avec? Qu'est-ce qui fait que? Alors que là, il n'y a pas vraiment de précision. Dommage. Dommage parce que du coup, c'est un peu moins explicite que là, il a vraiment fait le choix de Hellsight. Et qu'il y a vraiment quelque chose qui l'a poussé à faire ça. Quelque chose qu'il comprend pas tout de suite. Donc, un peu dommage à ce niveau-là. Il y a quoi d'autre comme choix d'adaptation qui ont été faits? Oui, Bird, du coup, panique avant son combat contre Multi et rate son lancer. Et ça amène du coup une petite discussion avec Exu qui lui dit que bah, c'est en s'amusant qu'il va réussir le mieux et que s'il se détend pas, bah, il n'y arrivera à rien. Et ça rentre, là pour le coup c'est un point positif, ça rentre du coup dans l'espèce de discours entre compétitivité et jeu, ce qu'il faut prendre de l'un pour arriver à l'autre. Et je trouve que ça a été un bon choix d'adaptation de rajouter cette séquence en plus, parce que c'est le bienvenu dans le contexte, et que en même temps ça permet du coup d'alimenter le propos avec des petites bribes voilà, qui viennent s'accrocher au propos principal de la série, et je trouve que c'était un très bon choix d'adaptation à ce niveau-là. Donc ça c'était un point positif. Le combat avec Multi, bah... je suis désolé, mais ça fait vraiment Beyblade Burst, et honnêtement, la comparaison avec le manga fait assez mal, mais je pense que je vais devoir m'y habituer. Et bon, bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus sinon, parce que c'est exactement le même déroulé du combat. Multi commence par éviter les coups de Bird, et puis encaisse directement l'assaut du X-Dash pour du coup éjecter Hellsight. C'était la stratégie de base. Je suis content qu'ils s'en soient tenus à ce point-là, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment collés directement au scénario du manga. Donc c'est cool d'une certaine façon. Quoi d'autre? Bah du coup l'épisode s'arrête après et on a eu 2-3 previews de l'épisode suivant, donc on va avoir évidemment le match entre Exu et Multi qui je pense va se terminer de la même façon. Et l'épisode s'appelle Team Persona et on voit 2-3 séquences, on voit du coup Exu, Bird et Multi réunis dans une espèce de local. Donc peut-être, et je dis bien peut-être, c'est pas encore sûr, qu'on aura des séquences de la team Persona en train de s'entraîner, etc., qui va peut-être renforcer l'unicité de l'équipe, parce que c'est vrai que dans le manga, pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu d'événements qui nous ont montré un rapprochement entre tous les membres et un lien qui s'est créé. Donc ça peut être intéressant, et c'est à ce niveau-là où je me suis dit, ok, peut-être que l'animé va commencer à prendre des libertés, et s'ils font des petits choix artistiques comme la fameuse séquence avec Bird qui rate son lancer, qui viennent alimenter le propos principal de l'œuvre, ça peut être très intéressant. Et s'ils arrivent à s'éloigner de ce qu'ils faisaient avec Beyblade Burst, c'est-à-dire de rajouter du contenu pour rajouter du contenu. Donc c'est à double tranchant. On sent qu'ils vont rajouter du contenu pour coller au manga et en même temps
J'imagine pas prendre trop d'avance, mais faut que ce soit du contenu pertinent à ajouter. Donc à voir, à voir. Moi je suis curieux parce qu'effectivement du coup, si ça avait été exactement les mêmes choses d'adaptation d'un chapitre à un épisode, vous voyez que j'aurais pas eu grand chose à dire. Là c'était quand même cool d'essayer de spot un peu les différences entre l'un et l'autre pour voir comment l'un a été adapté. Donc personnellement je trouve ça très cool. Voilà, concernant l'épisode 2, bah forcément j'ai pas grand chose à dire parce que comme je vous ai dit c'était exactement le même scénario que la moitié du chapitre 2. C'était très cool, du coup à regarder. J'attends de voir du coup dans l'épisode 3 comment ça va se terminer. Ils ont l'air d'avoir fait une ambiance un peu saine, magicienne, etc. avec des spotlights, etc. À voir comment ça va être fait. Et j'ai hâte de voir aussi Je suis curieux concernant la séquence qu'on a vue dans la preview de l'épisode précédent, donc on verra. On verra bien. Dans tous les cas, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour en parler, chers amis. Comme d'habitude, balancez votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Pour la fois prochaine, j'essaierai quand même de sélectionner un commentaire qui m'a vachement intéressé. Parce que pour le coup, il y en avait. Il y en avait des commentaires qui m'ont beaucoup intéressé, sur lesquels j'aurais aimé revenir du coup dans cette vidéo-là. Mais pour la fois prochaine, promis, je m'y tiens. Je prendrai un commentaire que je dirai et que j'essaierai de développer. Donc n'hésitez pas à balancer votre avis en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3, chers amis, et certainement un peu plus tôt pour parler du chapitre 5. C'était Pekajinka. Bye tout le monde. Ciao, ciao.